Merci Ariel. Je crois que c'est à moi qu'il revient de commencer cette présentation du livre d'Isabelle Nemirovsky, Histoire, Mémoire et représentation des Juifs d'Odessa, un vieux rêve intime. Cet ouvrage a été publié aux éditions Honoré Champion en 2022, donc au début de cette année, dans la bibliothèque d'études juives que j'ai l'honneur de diriger. C'est pourquoi on m'a demandé de faire cette présentation. Et je dois ajouter que ce livre est doté d'une préface de notre collègue Anne Grimbert. Alors, on pourrait croire, mais c'est un pur hasard, effectivement, Ariel vient de le dire, que c'est un document qui arrive comme certains journalistes s'intéressent en ce moment à l'Ukraine pour des raisons que je ne comprends pas très bien, mais enfin, on pourrait croire que c'est un document d'actualité. Eh bien, il n'en est rien du tout. Ce n'est pas un ouvrage de circonstance. C'est le produit d'un long travail dont l'étape initiale a été une thèse soutenue à l'INALCO, à l'Institut national des langues orientales, et il s'agit d'une réflexion longuement mûrie et non pas d'événements récents sur lesquels on sort deux, trois réflexions bien senties, longuement mûrie et qui concerne le passé des Juifs d'Odessa depuis la création même de cette ville qui date de 1794. Je vous rappelle que c'est une fondation de Catherine II, la Grande Catherine, sur des territoires qui venaient d'être conquis sur l'Empire ottoman et qui étaient russes depuis le traité de Kouchouk-Kaïnarji de 1774. Alors, il faut s'arrêter un instant. Le contenu, ça sera exposé par Isabelle, mais il faut s'arrêter un instant sur la méthodologie, sur le sens même du titre. Et le premier mot que l'on trouve donc est histoire. Pour le grand public, le mot histoire sous-entend une démarche scientifique. Voilà, l'histoire, c'est quelque chose de scientifique. C'est quelque chose qu'on a bien dans la tête et on attend de l'historien le travail le plus exhaustif possible sur des sources écrites ou archéologiques et l'écriture la plus objective qui puisse se faire. Pourtant, dans la réalité, les historiens dont nous faisons partie bien, savent très bien que l'écriture de l'histoire n'est pas si scientifique que ça et qu'elle résulte de choix, n'est-ce pas? Et les choix sont personnels, partiellement idéologiques, de tri explicatif effectué en fonction de notre idéologie. Le second mot est mémoire. D'ailleurs, il apparaît au pluriel, les mémoires, terme qui taraude la pensée du monde juif depuis, en particulier, depuis longtemps, puisqu'il y a toujours eu des mémorbourgs, mais, enfin, toujours, pas toujours, depuis le 19e siècle, mais le mot mémoire a pris une résonance particulière après la Shoah, la mémoire des témoins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les témoins, il n'y en a plus. Qu'est-ce que c'est que cette mémoire, n'est-ce pas? Alors, le terme mémoire semble en apparence être moins engagé que le terme d'histoire, moins engagé du point de vue scientifique. En réalité, si on y réfléchit bien, on se rend compte que c'est pas si différent que ça. C'est pas si différent puisqu'il s'agit aussi d'un choix, un choix ici qui est fait parmi de nombreux témoignages, de nombreuses personnes, de nombreux écrits. Donc là encore, on n'a pas affaire à un cadre scientifique absolument parfait, idéal, mais à des choix. C'est ces choix qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas dans la lecture des ouvrages. Et on n'a plus affaire donc à des souvenirs personnels puisque les témoins, en général, sont décédés. Mais on a affaire à des visions littéraires, à des souvenirs touristiques aussi,
Oui, J'appelle souvenirs touristiques des souvenirs culturels, carnet de voyage. carnet de voyage ou même la visite de tel ou tel bâtiment, n'est-ce pas, qui est un élément important. Bien entendu, cette ou ces mémoires, si elles sont organisées en forme de récit, procèdent également d'un choix personnel pour la représentation du sujet. Alors, par ces remarques, je voulais donc simplement souligner la modernité du travail d'Isabelle Nemirovsky, qui allie la recherche du sentiment intime, dernier élément du titre, à celle de la découverte de faits établis et contrôlables. Le point de rencontre de ces deux démarches est sans doute dans l'étude de sources administratives, de mythes littéraires relatifs à la ville d'Odessa, au passé richement tourmenté et extraordinairement fécond. Alors, nous avons choisi, ça a été votre choix, de ne pas faire une présentation ennuyeuse, parce que les présentations le sont toujours, et qu'au bout d'un moment, on voit les paupières du public qui se ferment irrémédiablement. Alors, on a choisi de pratiquer par des questions. La première question, Isabelle, que je vous poserai, c'est qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre? Pourquoi avez-vous choisi la communauté juive d'Odessa comme thème de recherche? Eh bien, avant de commencer, je voulais vous remercier infiniment, Daniel, pour avoir reçu avec une grande bienveillance et une grande rigueur scientifique mon manuscrit, qui, sans vous, ne serait pas aujourd'hui un objet de présentation et ne serait pas sur les étagères des bibliothèques aussi. C'était pour moi fondamental que cette mémoire-là soit connue. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage? Depuis, si je remonte à ma genèse, qui n'est pas très intéressante, mais je remonte assez loin, le monde juif, le Yiddishland, plus tard l'hébreu, ont toujours été des intérêts, des curiosités. Depuis que je sais lire et que j'ai rencontré les livres de Oui Oui, très vite, je suis passée à l'adolescence à des livres qui traitent du monde juif, tout particulièrement. J'étais fascinée par Sholem Aleichem. Alors, bien évidemment, je ne lisais pas en yiddish, je lisais en français. Et puis ensuite, c'est Elie Wiesel qui a beaucoup occupé mes pensées. Et voilà, et donc chemin faisant, ce qui était dit chez moi, alors je voudrais expliquer aussi mes racines familiales. Je suis d'un grand-père juif d'Odessa, arrivé en 1902 à Paris avec sa maman, Brucha Nemirovskaya, qui était veuve, avec deux petits-enfants, David et Shlomo, qui ont fui les pogroms et qui sont arrivés en France, puisque c'était un point, une étoile pour retrouver la liberté. Et donc, cette histoire-là, elle a été, comme beaucoup d'histoires juives, enfin ashkénazes surtout, tue. Seul le nom Odessa résonnait, planait dans ce récit des racines. Et pourquoi Odessa? Parce qu'en fait, il y a une tradition musicale très importante dans ma famille, et Odessa était l'endroit où existait Piotr Stoliarski, qui était directeur du conservatoire municipal de la ville d'Odessa et qui a formé les grands violonistes contemporains du XXe siècle. Un David Oistrakh, un Nathan Milstein, etc. Et d'ailleurs, ce Stolarski était un personnage d'Isaac Babel dans Les Contes d'Odessa, où il explique que les petits-enfants aux collerettes et aux souliers vernis venaient se présenter pour une audition et porter les fantasmes des parents qui imaginaient que des carrières pourraient les faire sortir de leur condition.
Voilà, donc je me suis inscrite en russe en sortant du bac. C'était parce que Odessa, c'était d'abord la facette russe pour mon père. Et donc, depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé le russe au lycée. J'ai fait ensuite l'INALCO, qui s'appelait Langzo à ce moment-là en russe. Et puis, j'ai travaillé je ne sais pas si vous savez, à la BCEN Eurobank. Cette banque était contrôlée par l'Union soviétique. Oui, oui. Et parce que j'avais un oncle, la demi-sœur de mon grand-père, qui était au Parti communiste et qui avait donc des relations dans cette banque. Et j'avais demandé un stage dans le service de la documentation, traduction, etc. Donc, j'ai fait un stage là et puis j'y suis restée travailler. Et j'ai toujours eu, je ne suis pas historienne de formation, mais plutôt littéraire. Et donc, de travailler dans cet établissement, la littérature n'était pas suffisamment présente. Donc, j'ai eu des enfants, je me suis arrêtée et là est revenue à l'esprit cette histoire de identité juive qui avait été tue. Voilà. Et donc, à ce moment-là, est revenue l'histoire de l'hébreu, de l'intérêt pour l'hébreu. Et ensuite, je me suis donc inscrite à l'INALCO en études hébraïques et je me suis retrouvée jusqu'à la thèse de doctorat sans savoir ce qu'il se passait. Voilà d'où vient la genèse de cet ouvrage. Alors, c'est très intéressant. Ce que je note, c'est qu'il y avait, vous touchez déjà à des choses plus générales que votre vie, c'est la présence à Paris de nombreux émigrés d'Odessa. Je crois qu'il y a eu en particulier des Juifs qui sont restés à Odessa jusqu'à 1923. Après, le régime se durcit et il n'est plus possible de partir. Mais jusqu'à 1923, entre 17 et 23, il y a énormément de Juifs qui avaient espéré quelque chose du régime soviétique, et ils n'avaient pas tout à fait tort, puisque les soviétiques leur ont donné l'égalité des droits. Après, ça a été plus compliqué. Mais on a une communauté juive d'Odessa qui se forme à Paris et qui vous intéresse, n'est-ce pas? Oui. Alors, votre ouvrage nous apprend qu'Odessa est une ville nouvelle, fondée en 1794 par Catherine II. Quelles étaient les motivations de Catherine? Alors, Catherine, son règne a démarré en 1762 et sous son règne, elle a créé 140 villes. Je pense qu'elle ne pouvait pas s'imaginer, parce qu'elle n'a pas vu, bien évidemment, l'aboutissement de cette création. Elle est morte avant, elle aurait été très, très surprise de voir cette ville aussi florissante. En fait, quelles sont ses motivations? Elle voulait s'inscrire dans les livres d'histoire. Elle voulait qu'Odessa soit le pendant de Saint-Pétersbourg qu'avait créé Pierre le Grand un siècle auparavant. Elle était très orgueilleuse, elle était très affirmée et donc elle avait donc ce grand désir. Il y a eu une opportunité, elle a gagné des guerres, comme Daniel disait tout à l'heure, russo-turques, qui lui ont permis d'obtenir le littoral, qui était le littoral de la mer Noire, qui était un endroit extrêmement convoité, puisqu'on s'imagine bien, c'était un débouché avec la mer pour des réseaux commerciaux. Et donc, elle a réussi au bout de 2 guerres à avoir cet accès-là. Et voilà. Alors, c'est là qu'est parti, c'est là que s'inscrit l'histoire de la ville d'Odessa, sur un désir de puissance, un plaisir de s'inscrire, comme peut-être aujourd'hui, sans vouloir faire des parallèles un peu réducteurs et puis un peu rapides, mais comme peut avoir dans l'idée sans doute un certain Poutine, un certain Vladimir. Oui. En effet, l'important, vous l'avez souligné, c'est qu'en créant des ports sur la mer Noire, la Russie tient les deux côtés.
Elle tient la mer Baltique, n'est-ce pas, où elle vient d'annexer un certain nombre de choses au XVIIIe siècle, et elle tient le commerce avec l'Empire ottoman. Et là, peut-être, le rôle des Juifs est aussi important parce que les Juifs, traditionnellement en Ukraine, à cette époque-là, assurent le commerce avec l'Empire ottoman. Ils passent de l'un à l'autre, d'autant que l'Empire ottoman, de temps en temps, progresse en annexant des petites parties de la Pologne, de temps en temps régresse, mais ça laisse des traces, ça laisse des liens. Alors, comment expliquez-vous qu'Odessa, la Russe, donc effectivement fondée pour les besoins de l'Empire russe et la satisfaction personnelle de la Sémiramis du Nord, comme on disait, comment expliquez-vous qu'Odessa, la Russe, devienne rapidement, au fil de son développement, Odessa, la Juive? Alors, c'est vrai que l'endroit qu'elle a réussi à conquérir, ce littoral, était désertique. Il y avait un pacha qui régnait en maître dans un fortin, absolument insignifiant. Il avait son harem, il ne se passait pas grand-chose, il y avait quelques maisons juives. Enfin, il se passait des choses. Oui, enfin pas celles dont... il y avait quelques maisons juives en contrebas de ce fortin. J'ai relevé qu'on avait recensé 6 familles juives, donc ça fait pas énorme. C'est pas énorme, mais ils vivaient du commerce du sel. On pense qu'ils venaient de l'Est et principalement de Crimée. Qu'est-ce qu'il s'est passé en fait? Catherine la Grande, il fallait qu'elle puisse aménager ce territoire qui était un chantier absolument énorme, puisqu'il n'avait rien. Voilà. C'était une terre aride, même si derrière, plus haut, il y avait les terres noires d'Ukraine qui sont extrêmement fertiles du point de vue du blé. Mais là, il fallait qu'elle puisse trouver des personnes susceptibles de travailler à ce chantier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu les partages de la Pologne. On a parlé des guerres russo-turques, mais il y a aussi les partages de la Pologne qui ont fait que notre Catherine, une grande philosémite sur l'Éternel, a hérité d'1 million de Juifs. Et donc, elle s'est dit, mais j'en fais quoi? Alors, soit je les force à s'assimiler, soit elle balançait. Entre différentes façons de s'en occuper, entre guillemets. Et puis, en fait, c'est elle qui a créé la zone de résidence. Vous savez tous certainement que cette zone, depuis la Baltique jusqu'à la mer du Nord, était un endroit où les Juifs étaient confinés et aussi vivaient des persécutions importantes. Et donc, elle s'est dit, eh bien, on va promettre à ces Juifs persécutés d'avoir la liberté, une tolérance de culte, une façon de vivre quand même plus agréable, mais c'est donnant-donnant. Je crois qu'on dit win-win maintenant, c'est-à-dire qu'on fait du chantage, vous venez là, vous venez vous installer, vous prenez ce chantier à bras-le-corps, et puis moi, je vous assure la tranquillité. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Les Juifs qui sont les jeunes, on peut dresser une typologie. Ce sont en général des jeunes qui venaient des shtetler de l'Empire, qui ont nourri ce flux migratoire jusqu'à Odessa. Et donc voilà, il y a eu ça. Mais alors, en fait, on ne sait pas. Donc, ils étaient avides de liberté, souvent pauvres, ils fuyaient la tradition. Mais ça n'a pas suffi à faire d'Odessa la Russe, Odessa la Juive. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En 1920, les années entre 1794 et 1820, il n'y a pas beaucoup de documents qui puissent nous parler des premiers pas des Juifs sur ce chantier. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 1820, les Juifs de Brody, les Galicianers en yiddish, sont venus s'installer parce que eux aussi, ça les intéressait beaucoup de faire du commerce. Le port était florissant, permettait aussi de faire de bonnes affaires. Et donc, ils sont partis de Brody, de la région de Galicie. Ils sont même devenus des sujets russes et sont transportés leurs affaires, transplantés leurs affaires jusque sur le bord de la mer Noire. Et ce sont eux qui étaient des grands défenseurs de la Scala.
très émancipés, qui ont dit à leurs coreligionnaires, écoutez, vous allez arrêter avec vos cafetans, avec vos paillasses, avec votre liturgie, avec tout ça. Ça ne se fait plus. Vous allez tout couper, tout enlever et vous allez vous moderniser. Et en fait, c'est aussi, alors, je suis évidemment un peu caricaturale, mais c'est ce qui est beaucoup raconté. Et les Juifs d'Odessa, qui étaient avides de liberté, ces jeunes gens, se sont conformés à ces conseils de leurs coreligionnaires de Galicie. Et voilà comment ça s'est passé. Alors, il y a une anecdote aussi, c'est que les chassidim de la région qui étaient sur Odessa se faisaient remuer de coups parce qu'on n'en voulait plus et qu'il était absolument hors de question de continuer à héberger ce genre de judaïsme qu'ils estimaient rétrograde. Voilà. Oui, en effet, les Juifs n'étaient pas tendres entre eux à cette époque. La Lituanie était largement conquise par le Gaon de Vilno, c'est-à-dire par un judaïsme rationnel. L'Ukraine avait basculé largement dans le chassidisme, Oui, et la Galicie, donc autrichienne en partie, russe et autrichienne, la Galicie se divisait entre les uns et les autres, qui ne se faisaient pas de cadeaux. Le Gaon de Vilno engageait la police à poursuivre les chassidim. Et en Galicie, c'était la même chose avec la lutte pour les écoles traditionnelles, les chivotes, ou des écoles de type moderne, d'ailleurs germanisées largement. Donc là, on est complètement dans cette configuration. Et de plus, effectivement, l'attrait vous avez parlé des 16, vous avez raison, vous avez parlé des 16 gouvernements qui forment la zone de résidence, ce qu'on appelle la zone de résidence, n'est-ce pas? Mais là, vous l'avez dit, ils y étaient confinés, mais ils étaient confinés et pas partout. Il y avait des villes dans lesquelles ils n'avaient pas le droit d'aller. Alors que Odessa, c'est la grande différence, est une ville ouverte. C'est une ville ouverte. Une verte. Tout à fait. Donc on donne aux gens qui s'y installent, juifs ou pas juifs d'ailleurs, des libertés qu'on n'a nulle part ailleurs. Oui, tout à fait. Hein, c'est ce qui explique en partie que les Galicianers, comme vous les appelez, donc les Galiciens de Brodé, viennent s'y installer, et que dans cette atmosphère de liberté et de commerce qui commence à s'installer, le monde juif se développe, et il va développer, vous nous l'expliquerez, je pense, une culture importante, avoir un rôle culturel. Alors, votre recherche sur la communauté juive odessiste s'est inscrite à la lumière de l'histoire avec un grand H, bien que les légendes, chimères et réalités s'entremêlent au fil des pages. Pourriez-vous nous expliquer le choix du titre de votre ouvrage, Un vieux rêve intime? Voilà, alors le vieux rêve intime, ça a été l'objet d'un débat entre directeurs de recherche, entre Jean Baumgarten et Anne Grinda, qui étaient les deux directeurs. C'est un petit côté un peu littéraire, pas assez rigoureux, mais finalement, tout le monde a été d'accord. Et cette phrase a été tirée en fait du livre de Valentin Kataïev, de la phrase inaugurale de son roman qui s'appelle Les Catacombes. Ces fameuses catacombes qui ont été, qui sont aussi aujourd'hui très importantes pour la défense de la ville, parce que ce sont des endroits qui ont été creusés. On a pris les pierres, on a extrait des tas de pierres qui ont permis de construire tous les bâtiments de la ville. Mais c'est sur des centaines de kilomètres. Bien que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont beaucoup de partisans, beaucoup de résistants étaient à l'intérieur de ces et pouvaient résister. D'ailleurs, aujourd'hui, on en reparle dans l'actualité de ces catacombes qui sont un endroit qui permet encore de pouvoir résister à l'invasion cette fois-ci.
Donc, un vieux rêve intime, pourquoi? Parce que y a une question qui me taraudait beaucoup quand je cherchais un peu la problématique de ce travail de recherche. C'était Odessa est-elle une ville de rêve ou une ville rêvée? Et en fait, je suis souvent passée de l'un à l'autre, parce que ville de... donc, j'ai essayé de chercher pourquoi on pouvait parler d'une ville de rêve. Donc, j'ai pointé un petit peu tous les domaines, fait le tour, une vision un petit peu pas paranoïaque, mais panoramique, pardon. Oui. Le lapsus. Espérons, espérons. Oui, oui. Et donc, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'effectivement, c'était une ville de rêve parce qu'elle était extrêmement conviviale, tout était possible. Elle était intelligente, elle était pratique, elle était commerciale, mais elle était aussi conviviale, avec des cafés, avec des terrasses qui n'existaient pas d'ailleurs. C'était de cette possibilité de pouvoir prendre des cafés sur les terrasses. Enfin, un certain nombre de choses. Les femmes fumaient à Odessa. On allait à Odessa à l'opéra. Ouais. Même les juifs orthodoxes allaient à l'opéra pour voir, alors que c'est absolument interdit de la sniout, et donc la pudeur doit être respectée. Mais là, ils allaient quand même à l'opéra écouter. Donc, il y avait un certain nombre de choses qui m'ont fait comprendre que cette ville était vraiment une cité de rêve. Mais elle était aussi une cité rêvée. Et il y a un entremêlement entre cette fiction, légende, réalité. C'était ça aussi. Et donc, c'est ça, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre-là, parce qu'on ne peut pas imaginer Odessa sans parler des légendes, sans parler de la littérature, sans parler de la nostalgie aussi, qui est extrêmement prégnante. Voilà, je reviendrai juste sur la nostalgie après. Je voulais juste dire que tout à l'heure, Daniel parlait de la méthodologie à propos de l'histoire, et c'est vrai que j'ai fait le choix, avec ce travail de recherche, de choisir, j'ai fait le choix de regarder autant avec les yeux d'une historienne que les yeux d'une littéraire, qui était plutôt ma formation au départ. Parce que les textes, que ce soit des carnets de voyage au tout début d'Odessa, alors qu'elle n'était pas encore juive, donc vous avez du Pouchkine qui a parlé, qui a fait rentrer Odessa dans le mythe littéraire. Vous avez aussi il y a Maxime Gorky, qui est passé encore, enfin, un certain nombre d'écrivains. Il y a eu beaucoup de carnets de voyage. Et donc, je me suis nourrie de ces textes en même temps que des documents historiques pour pouvoir approcher l'authenticité d'Odessa, sans laquelle elle serait restée sans saveur. Ce n'était pas possible. Et après, je me suis tournée vers mes grands chéris de la littérature yiddish, Sholem Aleichem, Mandele Mocher Sforim, etc., qui ont donné une image de la ville absolument extraordinaire. Donc voilà, c'est à la fois l'histoire, à la fois la littérature, mais à la fois aussi toutes ces rêveries, toutes ces légendes, toutes ces inventions autour du thème d'Odessa. Je voulais vous demander sur le plan matériel. Je n'ai pas travaillé trop Odessa, ce n'était pas mon domaine, moi c'est le domaine plutôt de la Pologne. Au XIXe siècle, en Pologne, les Juifs jouent un rôle considérable dans les arts. Alors, ils ne sont pas forcément acteurs ou peintres, mais ils forment un public. Et il y a un épisode à Varsovie en 1857, les Juifs sont très attaqués, on dit que c'est presque les protocoles des sages de Sion, on dit qu'ils gouvernent tout, et les Juifs décident à ce moment-là de boycotter l'opéra. Et on se rend compte très rapidement que ce boycott de l'opéra, c'est la ruine de l'opéra. Alors, est-ce qu'on trouve le fait que les Juifs forment un public, ils forment un public pour l'opéra, ils forment une clientèle pour les sculpteurs, les peintres, etc. Est-ce qu'à Odessa, les architectes, est-ce qu'on retrouve ce même type de phénomène? Oui, tout à fait. Alors, bon, je me suis intéressée, je vous l'ai dit au début de
de l'intervention particulièrement à la musique parce que je suis d'une famille de musiciens, mais c'est vrai que l'opéra a été le centre, l'élément, enfin, le bâtiment fédérateur, l'institution qui, qui a rassemblé tout le monde, quelles que soient les obédiences, les idées de chacun. À tel point, par exemple, que Nathan Milstein, qui est un grand violoniste du XXe siècle, qui était donc d'Odessa, et le père était très assimilé. La famille, c'était vraiment une famille d'assimilés, et disait bousculait son fils en lui disant qu'il allait trop souvent à la synagogue. Il avait très très peur que son fils devienne complètement froum. Et donc, son fils de lui répondre, mais non, non, il y avait il y a un chœur magnifique, il y a un orgue absolument magnifique, et puis des chanteurs pas possibles. Donc, il y allait plus par goût musical que pour aller écouter le sermon ou la paracha de la semaine. Voilà. La peinture aussi, parce que c'est un lieu qui inspire beaucoup les peintres. Et donc, vous avez, par exemple, qu'on ne cite pas assez, mais dont il faudrait s'occuper aussi un petit peu. Et c'est le but de cet ouvrage, c'est de mettre en lumière autre chose que tous les clichés qu'on peut avoir de dessin. C'est Léonide Pasternak, qui est le père de Boris Pasternak, le docteur Givago. Oui. Et c'est un endroit où la lumière était et est toujours extraordinaire. Les paysages aussi, est très inspirant, comme on dit maintenant, pour les peintres. Donc, on a ça. Les bâtiments, oui, il y a des influences italiennes, il y a des influences, etc. Donc, l'architecture aussi. Et voilà, donc tout cet aspect aussi était. Mais ils sont clients, les Juifs sont des acheteurs d'objets d'art. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Ça, c'est très important. Tout à fait, oui. Alors, pourriez-vous définir cette quête et ce devoir de vérité qui ont animé votre recherche? Alors, en fait, c'est parti d'un constat, c'est qu'il n'y a pas de Yizquer-Bourg. Donc, Yizquer-Bourg, ce sont les livres de mémoire. Oui. Comme Mitzrok Niborski et Rachel Hertel ont écrit un ouvrage en commun sur le livre du souvenir. En fait, c'est un mémorial pour les Juifs assassinés qui n'ont pas eu de sépulture. Et dans ces livres du souvenir est en général racontée l'histoire des Juifs de la ville, leurs habitudes, leurs mœurs, les différentes institutions politiques, un certain nombre de choses qui permettent de connaître la ville. Et j'avais discuté avec Yitzhak Niborski, avec qui j'ai étudié le yiddish, qui m'avait dit, tu sais, il n'y a pas de livre du souvenir pour Odessa. Et c'est vrai que effectivement, la liste qui est proposée par Jewish Gen pour la généalogie juive, pour lesquels j'ai travaillé sur des manuscrits d'actes d'état civil, etc., propose une liste de tous les Yizquer-Berer du monde juif. Et Odessa n'y est pas. Et j'ai toujours trouvé ça extrêmement étonnant. Je me dis, mais comment est-ce possible qu'une ville aussi juive n'ait pas son... Mais en fait, elle était bien au-delà d'un shtetl, bien au-delà d'un shtetl. Et donc, j'ai voulu me saisir de ce manque pour écrire l'histoire d'Odessa. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Odessa n'a jamais été un ghetto. Non, jamais. Et que à chaque endroit de la ville, il y a toujours une empreinte juive, quel que soit l'endroit. Et que tout est mêlé à tout. Donc, pas de... Et même quand on parle de la Moldavanka, qui est le territoire national des comtes d'Odessa d'Isaac Babel, même cet endroit n'est pas un ghetto. C'est à la fin du 19e siècle, quand les Juifs sont arrivés là, ils sont arrivés bien après ceux qui ont pu bénéficier de conditions très favorables, parce qu'il y avait les problèmes économiques de la Russie aussi, la guerre avec le Japon. Donc, ils se sont retrouvés à Odessa, mais ne pouvant pas se loger dans la ville du Haut, mais ils se sont retrouvés du côté de la Moldavanka. Voilà. Et c'est là où, si vous ne les avez pas encore lus, Les Contes d'Odessa est une petite merveille. Voilà.
Alors, le partage du patrimoine culturel juif d'Odessa est-il d'autant plus important face au risque de destruction des lieux à cause de la guerre en Ukraine? C'est-à-dire, est-ce qu'on risque de voir, en d'autres termes, disparaître ce patrimoine, les traces du patrimoine juif? Parce que je ne pense pas qu'il reste beaucoup de juifs à Odessa Eh maintenant. bien, vous vous détrompez. Alors, Je vais vous dire que détrompez-moi, détrompez-moi. on dit, enfin, d'après les derniers recensements, il y a 40 000 juifs à Odessa sur une population d'1 million. Alors après, vous faites les ratios. C'est Le ratio, considérable, c'est considérable. voilà, c'est pas mal. Alors qu'à Kiev, ils sont le même nombre, mais pour 2 millions d'habitants. À Kiev. Kiev. Voilà. Enfin, maintenant, ils ne sont plus parce Maintenant, ils sont plus. ils ont Alors, fichu le camp, les uns et les autres. c'est vrai que notre ennemi Poutine, parce qu'on on va pas l'appeler notre ami, on a peut-être une chance, entre guillemets, mais ça, c'est pas bien ce que je dis pour le reste de l'Ukraine, mais peut-être qu'elle a cette chance, elle, d'être préservée, du fait qu'elle ait été la perle noire et qu'elle ait une tradition russe, celle de Catherine II, Oui. celle de cette histoire. Détruire Odessa, ce serait comme détruire une partie de l'histoire russe. C'est ce qui se dit. Jusqu'à présent, elle a été quand même relativement préservée, même s'il y a eu quelques bombardements, mais pas quand même au centre de la ville. Les Juifs d'Odessa, les Odessites en particulier, puisqu'en fait c'est vraiment ce qu'on appelle l'Odessite. Hein. L'Odessite est très souvent juif, mais on l'appelle comme ça, a décidé de résister et ils se sentent protégés. Donc, bon, ça a été comme ça tout au long de leur histoire. Ce n'est pas une déformation de l'esprit, hein, mais c'est que vous verrez dans l'ouvrage, je parle vraiment de tous ces développements pendant le XXe siècle, la guerre civile, les guerres, les révolutions, les massacres pendant la Shoah, enfin, tous ces épisodes tragiques. Et elle s'est toujours, Odessa s'est toujours relevée. Donc elle a aussi pour devise, on se relèvera et on renaîtra de nos cendres. Donc voilà, je ne sais pas. Moi aujourd'hui, ce qui me contrarie un peu, pour tout vous dire, chez les journalistes qui prennent immédiatement un sujet quand il se présente une actualité brûlante et qui présentent Odessa de façon extrêmement parcellaire. C'est une esquisse et en plus est peu mis en relief le caractère juif de cette ville. Voilà. Et moi, ça vous gêne. Oui, ça me gêne. Et ça me gêne parce que c'est eux qui ont vraiment, cette communauté, à participer, à contribuer considérablement au patrimoine culturel mondial. Et dans le livre, j'en parle de tous les domaines, de tous les domaines. Autant de point de vue de l'idéologie, c'est en fait les courants proto-sionistes sont nés avec Léon Pinsker, qui était médecin à Odessa avant Herzl. On a un certain nombre de choses qui sont nées là-bas, qui ont été imaginées. Et donc, ce livre est aussi une façon de leur rendre hommage. Voilà. Parce que c'est vrai que les Américains ont travaillé sur Odessa, vous avez des ouvrages qui sont sortis, mais bon, soit les bornes chronologiques s'arrêtent trop tôt dans l'histoire, soit on parle d'Odessa, mais on ne parle pas, on fait 3-4 pages sur Odessa la Juive, et ainsi de suite. Et c'est là où je me suis dit, bon, j'ai la chance de connaître le russe, l'hébreu et le yiddish, je vais y aller, et puis je vais essayer de leur rendre hommage. Surtout que c'est quand même l'histoire de mon grand-père. Voilà. Écoutez, malheureusement, je serais moins optimiste que vous. Oui, mais c'est ma nature, moi. Ben, tant mieux, parce que l'argument que vous avancez ne me convainc pas tout à fait en ce qui concerne la destruction. Pourquoi? Parce que je vois quand même que Kiev, là on sort un peu du domaine juif, Kiev
a été largement bombardée, et Kiev, c'est quand même le berceau, c'est la Rouche, le berceau de la Russie. Oui. Bon, donc ça ne les a pas gênés. Je dirais plutôt, j'aurais plutôt tendance à penser que les Russes ont un plan, qu'ils avancent méthodiquement, que pour le moment on n'en est pas à Odessa, on n'en est pas non plus trop à Lvouf, qui présente d'autres caractères juifs et polonais, qui a quand même reçu 2-3 bombinettes, mais je pense que c'est plutôt une question de plan. Je crains malheureusement que vous n'ayez pas raison, mais je le souhaite que vous ayez raison. Voilà. Donc, nous sommes, je pense, arrivés au terme de notre présentation.